Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous le voyez derrière nous, on va parler de Luis Campos. Voilà, il va entamer sa troisième saison au PSG. Il est temps de faire le bilan. Anderson. L'heure a sonné et oui, l'heure a sonné et le temps est arrivé pour Luis Campos de payer ses crimes au Paris Saint-Germain. Voilà. En vrai, il y a énormément de choses à dire. Il s'est passé beaucoup de choses pour lui au PSG en 2 ans. On en parle tout de suite. C'est parti. Allez, on commence cette vidéo. D'ailleurs, vous dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Campos. Est-ce que vous pensez que c'est toujours l'homme de la situation? On va faire un petit peu le bilan de ce qu'il a fait pendant ces 2 ans. On rappelle que voilà, il est arrivé en 2022 suite à un mandat de Leonardo qui a été assez compliqué, surtout le deuxième pour lui. On se rappelle de ses relations très tumultueuses avec ses différents entraîneurs, que ce soit Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. Il a été en plus voilà, celui qui s'est très mal entendu avec le clan Mbappé. Tout ça en faisait trop pour les Qatariens. Ils ont décidé de s'en séparer et Luis Campos, l'homme providentiel, est arrivé donc pour le PSG. Il arrive en 2022. Il arrive avec un ticket, Anderson, un ticket avec Christophe Galtier, d'accord. C'est lui qui permet vraiment à Galtier de pouvoir entraîner un club comme le Paris Saint-Germain. On ne pensait pas que un entraîneur tel que Galtier puisse un jour entraîner le plus grand club français. C'est ce qui s'est passé. Et aussi, il avait plusieurs cordes à son arc, Anderson. On sait que la priorité des priorités pour QSI, c'était de conserver Kylian Mbappé. Et en ce sens, c'était la personne la mieux placée, Anderson, pour justement conserver Kylian. Après, Femi, n'oublions pas quand on a vu le communiqué du club qui, stipulait l'arrivée de Luis Campos, il est arrivé en tant que conseiller sportif. C'est-à-dire que sa première année, il arrive en tant que conseiller sportif et non en tant que directeur sportif parce qu'il y avait déjà un directeur sportif qui s'appelait notamment Antero Henrique et ça s'est très mal passé entre les deux. Pour moi, dès qu'il est arrivé déjà, il a un peu critiqué le mercato de Henrique en tant que directeur sportif. Après, la petite nuance, c'est que Antero Henrique n'avait plus de fonction officielle au PSG. Quand il arrive, il était toujours présent, il travaillait toujours pour le PSG, il était toujours en sous-main avec Nasser, mais il n'avait aucune fonction officielle et ça, c'est ce qui rendait fou Campos. Mais pour voilà, reste, mais bon, passons. Donc, Campos, il arrive un peu dans un PSG où on veut changer la philosophie. Il est quand même, il arrive fort d'une expérience précédente qui parle pour lui-même. On peut dire que c'est le genre de personne dont le CV parle pour lui. Un passage très réussi à Monaco, où il a réussi à attirer des joueurs comme Bernardo Silva ou encore Fabinho. Parlant encore un peu plus loin, un passage extrêmement réussi aussi à Lille, où il avait notamment ramené Renato Sanchez. Donc, on se dit que en arrivant au Paris Saint-Germain, on va un peu changer, la mentalité du club, on va un peu changer la manière de recruter du club qui était beaucoup basé sur des recrutements de gros stars. On l'avait vu notamment avec Neymar, avec Messi notamment. Sergio Ramos par exemple, qui coûtait énormément parce que peut-être qu'ils sont arrivés en transfert libre, mais ils coûtaient énormément en tant que salaire pour Luis Campos. Donc voilà, lui il arrive et il veut changer un peu tout ça. Donc, il y a une nouvelle philosophie qui va être mise en place. Tu vas en parler, Femi. Et je pense que dès sa première année, il n'est pas vraiment libre de ses choix de par le fair play financier. Exactement, voilà. Exactement. Et aussi la situation qu'il hérite. Donc, comme je disais, les salaires de Messi, de Ramos et de Neymar, c'est énorme. Et ce qui fait que le PSG n'est pas non plus libre de ses mouvements. Ouais, c'est ça. En fait, il devait clairement être créatif, Luis Campos, quand il arrive. Parce qu'on ne va pas se mentir, on attend Luis Campos sur une chose principale, c'est le recrutement. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a même pas un titre vraiment de directeur sportif. Il arrive comme conseiller et lui, il est là clairement pour améliorer directement l'effectif via le mercato. Et, moi, j'ai envie qu'on parle justement de ce mercato en question parce que on nous dit que le Paris Saint-Germain n'a pas d'argent et que c'est un peu compliqué, mais finalement, sur son premier mercato, ils réussissent à dépenser 147 millions d'euros. Ça prend qui? Ça prend Vitinha, Fabian Ruiz. Il y a aussi Ekitike, Carlos Soler, Renato Sanchez qui ramène de Lille
et Nordi Mukiele. Dans tous les noms que je viens de citer, il y a des tops parce qu'après, ils se sont révélés au fur et à mesure du temps, notamment un Vitinha ou un Fabian Ruiz. Hein, ils nous ont prouvé là que finalement, c'était des bons recrutements. Mais il y a surtout, Femi, hein, on va pas se le cacher, il y a surtout des flops. Quand tu vois que Ekitike, hein, ça a été recruté à 30 millions d'euros à Reims, hein, parce qu'on misait sur lui pour le futur et que finalement, la mayonnaise n'a jamais pris. Quand tu vois qu'un Carlos Soler, c'est 15 millions d'euros, c'est compliqué. Quand tu vois qu'un Renato Sanchez, c'est 15 millions d'euros aussi, ou 12 millions, je me souviens plus trop, et que le mec a pratiquement passé ses saisons à être blessé, hein. Et quand tu vois qu'un Mukiele aussi, c'est 12 millions, même sort pour lui, c'était très très compliqué. Est-ce que tu peux estimer que ce premier mercato, malgré le fait qu'il devait composer avec le fair play financier et que du coup il devait un peu équilibrer le tout, est-ce que tu peux considérer que ce mercato-là est réussi? Bah, c'est sûr qu'après coup, tu peux pas dire que le mercato est réussi, ça c'est certain. Voilà. Après, moi je suis désolé, quand par exemple je vois Renato Sanchez qui arrive pour entre 10 et 15 millions d'euros, je me dis c'est une bonne recrue. Il n'arrive pas pour être titulaire, Renato Sanchez, on le sait, mais comme joueur de rotation, on se dit c'est une bonne recrue. Il a eu en plus sous Galtier des bons moments. Il a eu une saison à Lille, je crois que c'est la saison 2 ans avant qu'il arrive, où il fait une saison quasi complète. Donc, en fait, pour moi, Renato Sanchez, c'était pareil, une bonne pioche. Quand je vois Carlos Soler arriver, je vois ses accomplissements en Espagne avec Valence, je me dis, pareil, c'est une bonne idée. Je vois un Fabian Ruiz arriver, je vois ce qu'il fait avec Naples, je me dis, c'est une bonne idée également. Donc, en fait, c'est sûr qu'après coup, ça a été plus ou moins déceptif, mais tu es quand même obligé de constater que bon, voilà, c'est un mercato qui répond à des besoins, et notamment au milieu de terrain, on avait énormément de lacunes, et c'est quelque chose qui avait été ciblé par Luis Campos. Après, il a eu l'honnêteté de reconnaître que son mercato avait été complètement manqué. Le premier, il l'a dit clairement, et c'est pour ça qu'il a été attendu énormément sur le deuxième mercato. Oui, mais bon. Après, au-delà du mercato raté, moi, en préparant ce sujet, je suis allé un peu parcourir les articles et je me suis rappelé qu'il y a eu énormément de problèmes en interne aussi au Paris Saint-Germain avec Luis Campos. Hein, on a notamment jugé qu'il ne s'impliquait pas assez dans le centre de formation, hein, qui donnait pas forcément, qui retenait pas forcément les jeunes talents et qui préférait aller recruter à gauche à droite. Il y a énormément de membres dans l'exécutif avec qui il ne s'entend pas du tout. On a vu à plusieurs reprises outrepasser ses fonctions, notamment à un moment où on le voit sur le banc de touche en train de donner des consignes alors que c'est pas du tout son rôle. Les relations se sont aussi envenimées avec Neymar, hein, où ça ne passait plus du tout. Donc, outre le fait que le mercato était un peu compliqué, pour moi, cette première saison aussi à côté du terrain, parce qu'il avait besoin aussi, je pense, de s'imposer et de montrer sa place, elle a été mal gérée. En fait, ouais, il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Déjà, pour rebondir sur Neymar, je pense que la réalité, je pense qu'il s'en est beaucoup caché, mais la réalité, c'est qu'il ne voulait plus de Neymar dès la saison où il arrive. Et c'est pour ça qu'il s'en débarrasse très vite la saison qui arrive. Et il n'a pas été honnête là-dessus, je pense. Tout l'état-major du club ne voulait plus de Neymar dès l'été 2022 et c'est ce qui explique aussi cette mauvaise relation qui s'est installée. Après, voilà, sur son manque d'implication, je pense que déjà, le fait qu'il soit également impliqué, en tout cas qu'il ait été impliqué avec le Celta Vigo, et notamment dans le recrutement du Celta Vigo, bah ça, forcément, c'est perçu comme quelqu'un qui n'est pas à 100% avec le club. Ça, c'est quand même, en termes d'image, je pense que c'est compliqué. Je suis même pas certain que factuellement, ça pose vraiment problème, mais je pense qu'en termes d'image… Non, en termes de contrat et trucs, c'est totalement autorisé et j'allais venir là-dessus. D'ailleurs, tu me coupes l'herbe sur le pied. Il y a le Celta Vigo, mais il y a aussi, en tant que conseiller à Valenciennes aussi. Donc, c'est quelque chose où beaucoup de monde pouvait peut-être se dire que, mais en fait, le gars, il n'est pas impliqué à 100% avec le Paris Saint-Germain. Quand tu es à la fois conseiller au Paris Saint-Germain, au Celta Vigo et dans une moindre mesure à Valenciennes, et que c'est pas des petits trucs, parce qu'à de nombreuses occasions, il a dû prendre la parole pour parler du recrutement dans ces clubs-là. C'est normal que les supporters se disent, mais qu'est-ce qu'il fait en fait?
Non, non, mais c'est sûr que ça peut être mal perçu. Moi, je suis pas certain que ça change grand-chose au travail que fait Luis Campos au quotidien. De toute façon, on sait que voilà, il a lui-même sa propre base de données qui est montée avec énormément de personnes qui travaillent autour de lui, qui gravitent autour de lui. Surtout une personne en particulier. On va en parler, mais effectivement, il a beaucoup de joueurs également à superviser. Et bien entendu, il n'a pas attendu le PSG pour avoir une structure autour de lui et un monde qui gravite, qui fait que justement, il est obligé d'avoir des contacts avec l'extérieur. D'ailleurs, on a eu aussi cette rumeur selon laquelle il allait reprendre le projet monégasque. Là, c'est une rumeur qui est sortie juste après le départ de Kylian Mbappé, parce qu'on associait beaucoup aussi leur destin. Et effectivement, il y a eu cette rumeur selon laquelle, puisqu'on sait que l'AS Monaco est à vendre, hein, on sait que les Russes veulent le vendre et on sait que les Saoudiens sont intéressés par l'AS Monaco. Et les Saoudiens seraient intéressés par Luis Campos justement pour être la nouvelle tête de gondole de ce peut-être projet-là. que bientôt, ça ne sera pas une rumeur. Peut-être que bientôt, ce ne sera pas une rumeur. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Pour moi, c'est normal, c'est le football. Voilà, forcément, tu as des gens depuis l'extérieur qui veulent t'avoir parce que tu fais du bon travail et tu es convoité, c'est normal. Après, il faut juste garder le cap. Si on revient un petit peu sur ce qu'il a fait, notamment durant cette première saison, on se rappelle aussi de ses méthodes assez agressives, du fait qu'il met en place ce fameux loft avec des joueurs à vendre. On sait qu'il y a une énorme problématique à Paris, c'est la vente des joueurs. On sait que c'est très compliqué, on sait que Paris, historiquement, est un mauvais vendeur et tu es obligé de te débarrasser de beaucoup de joueurs pour pouvoir être actif ensuite dans le sens des arrivées. Et le problème, c'est que ça porte pas forcément ses fruits. Tu fais partir des joueurs du loft, mais tu n'arrives pas à récupérer suffisamment d'argent. Mais moi, le problème surtout que j'ai eu avec ce loft-là, parce que quand il a été mis en place, j'ai vu qu'il y avait énormément de supporters parisiens qui étaient contents. Moi, je suis désolé, ça ne peut que pourrir l'ambiance dans ton vestiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as besoin de te débarrasser de certains joueurs. Je pense que malgré le fait qu'ils sont peut-être en désaccord, parce que à Paris, on va pas se cacher, ils mangent très très bien, et que du coup, d'aller dans un autre club, ça va impliquer que leur salaire va être divisé et tout. Je pense pas que ce soit la solution d'écarter comme ça une partie de l'équipe, hein, parce que c'était pas un joueur, deux joueurs, c'était énormément de joueurs, de les écarter, d'écarter leur préparation de l'équipe première. Ça envoie un mauvais signal pour les titulaires, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ces mêmes gens qui sont en train de s'entraîner avec la première équipe, si la situation n'est plus bonne entre eux et le club, ils peuvent très vite se retrouver dans ce loft-là, en fait. Cette situation-là, pour moi, elle a été très, très mal gérée de sa part. Après, de toute façon, il hérite d'une situation qui est très compliquée avec énormément de... c'est lui, c'est pas ça. Voilà, c'est pas sa faute, les joueurs qui sont là. Mais pour moi, c'est le traitement de ces joueurs-là avec son loft, c'est sa faute. Il est obligé de un petit peu trancher dans le vide. Enfin, après, peut-être que tu peux faire un petit peu différemment, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y avait un sujet par rapport à ça. Du coup, on se retrouve avec une saison 2022 qui commence plutôt bien. On se rappelle de toutes les manitas qui ont eu lieu en début de saison, etc. On se dit, le PSG va rouler sur la Ligue 1. La Coupe du Monde arrive et derrière, c'est très compliqué. On sent que Neymar et Messi n'ont plus d'objectifs cette saison 2022-2023. Ils terminent en roue libre. Lens qui termine deuxième à un seul petit point du PSG. On a une qualité de jeu, on n'en parle même pas. On ne reconnaît plus ce PSG. Les recrues, au final, n'ont pas été à la hauteur aussi. Et au final, ça donne un Galtier qui est sacrifié. Et forcément, ça donne un coup à Campos parce que c'était un ticket en fait. C'était le duo qui devait amener la discipline, qui devait amener la rigueur à ce PSG. Il en a tant manqué pendant des années. On se dit là, vraiment, ils sont main dans la main, ça va fonctionner. Galtier qui saute au bout d'une saison. Et derrière, à l'intersaison, il y a le dossier Kylian qui ressurgit bien entendu puisqu'on est obligé de le faire prolonger sous peine de le voir partir libre en fin de saison. Énorme dossier bien entendu stratégique pour le Qatar. Campos est vraiment
obligé d'avoir un résultat sur ce dossier-là. Et puis... Après, on l'a fait venir pour ça aussi un peu quand même. On l'a fait venir pour ça. Après, moi, là-dessus, hein, je vais en parler très rapidement. Pour moi, c'est une bêtise de penser que Kylian, il attend après Luis Campos pour rester ou non au PSG, pour partir ou non au Real Madrid. C'est une bêtise sans nom. Kylian, il a son plan de carrière. Il a toujours dit qu'il voulait partir au Real. C'était très clair, tout le monde le savait. Et Nasser, puisque c'est quand même le principal responsable de cette situation, Nasser a fait la sourde oreille. Donc pour moi... Après, je pense pas que Nasser ait fait... C'est Nasser et principalement le Qatar. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de prolonger Kylian Mbappé, c'était quand même aussi lié à la Coupe du Monde. On va pas se mentir. C'est-à-dire que le PSG était quand même une vitrine pour le Qatar pendant cette Coupe du Monde-là et il n'aurait pas... ça aurait été mal vu de voir le joueur phare autour duquel le projet est construit quitter le club de cette manière-là. Donc ils ont, oui, clairement, c'est une erreur. Donc ils ont, en fait, c'est à partir de là que les problèmes ont commencé avec Kylian. Ils ont cédé absolument à tous ses caprices. Et moi, l'erreur monumentale, c'est de venir s'afficher avec un maillot 2025 quand tu sais très bien qu'il y a une possibilité qu'en 2024, il quitte le club parce que déjà, il ne voulait pas re-signer et tu l'obliges en lui donnant, certes, parce que, ok, Kylian a sa part de responsabilité dans l'histoire, je n'en disconviens pas et je pense que c'est d'ailleurs à ce moment-là que pour moi, vraiment, c'était trop la manière dont il allait au clash avec le club. Mais je pense aussi qu'on lui a absolument tout donné. Il est devenu un enfant gâté au Paris Saint-Germain et peut-être aussi que c'est de la responsabilité de Luis Campos parce que je pense que s'il a été mis à ce poste-là au Paris Saint-Germain, c'était aussi en raison de ses relations avec la famille Mbappé et aussi pour gérer le cas Mbappé, pour s'assurer que le petit allait être bien et allait pouvoir grandir et faire un peu plus de temps au Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça s'est très très mal passé. Voilà. Mais tu peux pas compter sur un seul homme pour gérer entre guillemets le plan de carrière d'un joueur comme Kylian. C'est d'une débilité sans nom, je suis désolé de le dire. Franchement, le contrat 2+1, donc celui qui est censé courir jusqu'en 2025 avec une option, il a été signé avant que Campos arrive. Donc on sait très bien, avant que Campos arrive, que Kylian, il est là jusqu'en 2024. On espère que Campos va réussir à le convaincre de prolonger. On espère, mais pourquoi au moment de la prolongation, il ne prolonge pas pour 5 ans? Pourquoi il ne le fait pas? C'est parce qu'il sait très bien, très bien qu'il ne va pas s'engager sur la durée et qu'il a eu, on va se dire les choses, il a eu une somme d'argent qui est impossible à refuser. La preuve, c'est qu'il va au Real pour 3 fois moins et c'est ce qui le pousse à rester. Donc pour moi, c'est une erreur complètement stratégique de la part du Qatar. Mais bon, ça, je pense qu'on en a suffisamment parlé du cas Kylian. Merci d'avoir regardé cette première partie. On va se retrouver très très rapidement pour la deuxième partie de ce sujet sur Luis Campos. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de cette première partie. Dites-nous votre avis sur le travail de Luis Campos et on se retrouve très vite.